Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver ce lundi pour cette grande édition du journal sur votre chaîne. Bienvenue à tous. Sans attendre, voici le menu. La situation dans l'Est de la République démocratique du Congo ne laisse personne indifférente. Le pape François appelle à un dialogue sincère et constructif. 26 février 1885, 26 février 2024, s'entre en avant jour pour jour depuis que dure le système de prédation instauré à la conférence de Berlin. Les détails, c'est tout de suite. Voilà tout pour les menus. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez en séjour à l'étranger depuis la deuxième moitié du mois de janvier 2024, Joseph Kabila a activement participé aux hommages rendus au président namibien, Dr Hage Geingob, décédé de suite d'un cancer à l'âge de 82 ans. Il n'était pas le seul à lui rendre hommage. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, y était également sur place. Roger Matadi. Le président Félix Tshisekedi s'est rendu depuis le week-end dernier à Windhoek, capitale de la Namibie, pour représenter la République démocratique du Congo aux obsèques nationales de l'ancien président Hage Geingob, décédé le mois dernier. Félix Tshisekedi tient à honorer la mémoire de Hage Geingob, avec qui il avait réaffirmé les rapprochements RDC-Namibie, juste quelques jours avant sa mort, en marge du 32e sommet de l'Union africaine. Excellences, Monsieur le Président de la République de Namibie, distinguée Madame Monica Gingos, chère famille, cher peuple namibien, veuillez ici recevoir au nom du peuple congolais et au mien propre mes condoléances les plus attristées ainsi que l'expression de ma profonde sympathie. À la famille éplorée, et particulièrement à vous, distinguée Première Dame, Madame Monica Gingos, puisse le souvenir du combat mené par votre très cher époux pour l'avènement d'une Namibie égalitaire et la dévotion ainsi que l'amour inconditionnel qu'il vous a porté à vous, à vos enfants, et à la patrie, constituer le terreau de votre consolation. Par ailleurs, parmi de nombreuses personnalités de la scène politique et continentale qui ont fait les déplacements de Windhoek, figure aussi l'ancien chef d'État RD congolais, Joseph Kabila. Absent de tous les événements malheureux ou heureux qui se sont déroulés au pays depuis près de 4 ans, il est très présent aux obsèques du président namibien, Dr Hage Geingob, décédé le 4 février à l'âge de 82 ans. Ainsi, ce sera un des événements qui a pu réunir les deux personnalités depuis les divorces FCC Cash. Leur présence démontre leur volonté de promouvoir les bonnes relations entre la RDC et ses voisins, au-delà des désaccords politiques internes. Toujours à Nairobi, une réunion stratégique RDC, Burundi, Afrique du Sud, Malawi a été organisée à Windhoek. Ces présidents africains étaient autour d'une table pour parler situation sécuritaire dans l'Est de la RDC en vue de trouver comment rétablir la paix dans cette partie. C'était le 25 février, juste après les obsèques du président namibien, Ginette Fika. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé à une réunion organisée par les pays contributeurs de la SADC opérant dans l'Est de la République démocratique du Congo face à l'agression rwandaise. On prépare à la dite réunion les présidents Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud, Évariste Ndayishimiye du Burundi, le président Lazarus
Chakwera du Malawi, ainsi que les présidents congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le question d'intérêt commun dans leur contribution à l'édifice de la paix et de la sécurité, d'autant plus que leurs pays sont tous contributeurs de groupes en République démocratique du Congo, étaient au menu de leur échange. Les voix s'élèvent du jour au jour concernant la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Dans son homélie d'hier, dimanche 25 février 2024, à la basilique Saint-Pierre, le pape François a appelé à un dialogue sincère et constructif pour le retour de la paix dans cette partie du pays. Yves Maïlé. Les tueries dans l'Est de la République démocratique du Congo a de nouveau fait bouger le monde entier depuis 2 semaines. Le marche de protestation contre cette guerre imposée par le Rwanda, sous couvert par les M23, ont eu lieu dans toutes les grandes villes du pays, voire même à la diaspora. Avec comme objectif interpeller la communauté internationale qui fait la sourde oreille face à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Inquiet de l'augmentation de violence dans cette région, le pape François a, lors de son homélie du dimanche 25 février à la basilique Saint-Pierre, prié pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC, comme on peut le lire sur son compte X. Je cite, « Je me joins à l'appel des évêques et prier pour la paix, en espérant la fin des combats et la recherche d'un dialogue sincère et constructif. » Pour rappel, les souverains pontifes avaient effectué une visite apostolique en RDC en février 2023. Le pape François avait dû annuler l'étape de Goma suite à l'instabilité de la région. Au cours d'une messe papale à l'esplanade de l'aéroport de Ndolo, le pape François leur avait envoyé un message de paix. Et dans le même chapitre, une messe a été organisée à la paroisse Notre-Dame du Congo dans la commune de Lingwala le week-end dernier avec comme but implorer la grâce des dieux en faveur de l'Est de la RDC. Le cardinal Fridolin Ambongo demande aux politiques de se mettre autour du chef de l'État en vue de réussir ce grand challenge qui est la restauration de la paix dans ce coin de la RDC. On l'écoute. Les acteurs politiques à s'unir et à se souder autour du chef de l'État afin de mettre à contribution toutes les forces de la nation et de restaurer la paix pour l'ensemble de notre peuple. Nous n'en sommes plus aux disputes politiciennes. Je demande au chef de l'État qui a placé son second mandat, entre autres, sous le signe de la paix, de s'impliquer sans relâche. Il le fait déjà, mais il doit doubler d'efforts et se lancer ni compromission à pousser les institutions du pays, les fils et les filles du Congo, à travailler pour la justice et la paix et pour la réhabilitation de notre nation dans sa dignité. Tout à fait autre chose à présent, c'est au nom du Premier ministre que le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a procédé au lancement des travaux de la commission paritaire gouvernement banque syndicale de l'EPST le week-end dernier dans la commune de Lantsele à Bibois au village Vénus. La tenue régulière de ces assises qui vont jusqu'au 29 février 2024 a été saluée par l'intersyndicale. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, a lancé les travaux de commission paritaire gouvernement de la République et les banques syndicales de l'EPST. C'était au village Vénus à Bibois, dans la commune de Lantsele. Ces assises se localisent sur les différentes préoccupations des enseignants congolais afin d'améliorer la qualité de l'enseignement. Tony Mwaba Kazadi a fait savoir que cette initiative est prise pour voir ensemble dans les cadres des allocations budgétaires 2024 quelle est l'enveloppe qui a été réservée au sous-secteur de l'EPST, de voir d'autre part l'engagement que le gouvernement a pris envers les banques syndicales. Au nom de l'intersyndicale, Godefroid Matondo a tout d'abord rappelé les engagements pris par le gouvernement qui n'ont pas été respectés, de mettre en garde l'employeur congolais et
menace d'appeler à la grève générale si, au terme de ces assises, qui vont aller jusqu'au 29 février 2024, leurs attentes ne trouvent pas solution. 6 ans après la mort de Rossi Mukendi Chimanga, la justice n'est toujours pas rendue et son combat n'est toujours pas reconnu. Alors cet homme a péri pour une bonne cause. Tels sont les regrets de son jeune frère Yannick Chimanga qui a été joint au téléphone par Yves Mayele. Je vous propose de l'écouter. Aucune institution n'a reconnu les combats du vaillant Rossi Mukendi Chimanga. Rossi Mukendi Chimanga n'est pas un martyr de sa famille. Rossi Mukendi Chimanga, c'est un martyr de la République démocratique du Congo. Il n'avait pas tenu compte de ses ambitions professionnelles et personnelles. Rossi, ce fut un assistant de l'université qui était en train déjà de rédiger sa thèse pour le 3e cycle. Rossi, c'est un champion d'Afrique, un médaillé d'Afrique, un médaillé d'or d'Afrique. Mais aucune institution n'a reconnu jusque-là, 6 ans jour pour jour, son combat. Imaginez, tout un mandat est parti. Les mandats de ceux pour qui Rossi avait payé de sa vie, ils ne l'ont pas reconnu. Ils n'étaient plus revenus sur le lieu du deuil pour ne serait-ce que saluer la maman de Rossi ainsi que les enfants. C'est très choquant. Lumumba avait dit que l'histoire du Congo s'écrira par les Congolais. Il faudrait reconnaître une chose, c'est qu'avec le premier mandat du président de la République, nous avions obtenu l'arrêt de la cour militaire de Kinshasa Matete condamnant les prévenus ainsi que leurs complices. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que notre pays, la justice, elle est lente. Elle n'applique pas vraiment rigoureusement le principe de la célérité d'un dossier pénal. Écoutez, un dossier pénal lié au meurtre ne peut jamais, et alors jamais, prendre plus qu'un mandat du président de la République. Prendre plus que les mandats des élus du peuple. Non! Je connais les degrés de l'humanisme du président de la République, mais nous l'invitons seulement à avoir, en dépit de ses occupations, un regard très particulier, autant qu'il peut l'avoir pour les autres détenus, mais il peut également l'avoir pour surtout les martyrs de l'alternance au sommet de l'État. La Constitution dit que la vie humaine elle est sacrée. Nous implorons tout simplement à la justice, aux autorités, de nous faciliter afin que nous ayons une justice définitive. Je vous le disais en titre, 26 février 1885, 26 février 2024, cela fait exactement 14 siècles des systèmes de prédation instaurés à la conférence de Berlin, marquant l'organisation et la collaboration européenne pour le partage et la division de l'Afrique, un continent considéré par celui-ci comme une terre sans maître, sans défense. Suivez son historique dans ce commentaire que nous propose Roger Matadi. Aussi connue comme la Conférence de l'Afrique de l'Ouest, elle s'ouvrait le 15 novembre 1884 à Berlin et finit le 26 février 1885. À l'initiative du chancelier Otto Bismarck, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, les Danemark, l'Empire ottoman, l'Espagne, la France, les Royaumes-Unis, l'Italie, les Pays-Bas, les Portugal, la Russie, la Suède, Norvège ainsi que les États-Unis y participent. La conférence de Berlin aboutit principalement à édicter les règles officielles de colonisation. L'impact direct sur les colonies fut une vague européenne des signatures des traités. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, l'appétit des puissances européennes est stimulé par la découverte des richesses insoupçonnées, à l'image des mines, des diamants du Transvaal découvertes en 1867. Pour réguler le pillage du bassin du Congo, la conférence de Berlin a fait don de l'État indépendant du Congo au roi Léopold II pour gérer en faveur de la communauté internationale le bassin du Congo, instaurant ce 26 février 1885 les systèmes de prédation qui se perpétuent à nos jours par le biais des organisations internationales des bras séculiers dans les pays voisins, ainsi que des vassaux internes constitués des traîtres, affairistes, politico-militaires. Ainsi donc, tant que l'acte général de la conférence de Berlin ne sera pas aboli par les signataires, les systèmes de prédation demeurera en vigueur.
Il est donc temps que les Congolais se prennent en charge et comprennent que la liberté ne se donne pas, mais s'arrache. Les Congolais doivent aussi comprendre pourquoi la phase actuelle de l'Holocauste congolais se perpétue dans l'inaction des États-Unis d'Amérique, de la Russie, de la Grande-Bretagne, de la France, de la Belgique et tant d'autres. La raison est simple, ce sont eux qui ont instauré ces systèmes et le perpétuent par le bras séculier de Paul Kagame et autres traîtres internes. 139 ans après, il est temps d'éradiquer ces systèmes de prédation pour la renaissance des nouveaux Congo. Et en Ituri, plus précisément dans le territoire de Massissi, plus de 5000 personnes victimes des conflits armés regagnent progressivement leur milieu respectif depuis quelques semaines déjà. Ici, nous parlons de ceux qui sont d'origine de la chefferie de Pandourou. Regardez. Cette nouvelle a été affirmée par Arnold Lokwa, le responsable de la chefferie de Pandourou, faisant état d'au moins 20 villages vidés de leurs habitants lors des affrontements a commencé à être réoccupés par ces derniers. Parmi ces villages, il cite Yagou, Djupalangu, Selega, Djupazanga et Pangapiou, où les autochtones ont même repris leurs activités champêtres. Allons croire, ce retour des familles dans leur milieu n'est rien d'autre que les résultats de dialogue des paix initiés par les autorités, mais aussi la prise de conscience de certains combattants des groupes armés qui, du reste, sont devenus favorables au processus de paix en cours. Par contre, il affirme que ces retournés manquent des tout. Ils n'ont pas d'abri, pas d'école et pas de structure sanitaire. À cause du manque des centres de santé, certaines personnes, dont les femmes enceintes, parcourent parfois jusqu'à 5 km pour rejoindre un hôpital. Ce responsable de Pandourou lance ainsi un appel d'urgence au gouvernement et aussi aux organisations sanitaires afin de venir en aide à ces peuples qui se trouvent dans le besoin. Et en dehors de nos frontières, l'armée israélienne a proposé un plan d'évacuation des civils dans la bande de Gaza. Ont annoncé ce lundi 26 février les services de Benjamin Netanyahou, toujours déterminé à lancer une offensive militaire contre la ville surpeuplée de Rafah. Reportage de nos confrères de France 24. Ils sont près d'1,5 million de Palestiniens à s'agglutiner à Rafah. Israël compte tous les évacuer, reste à savoir comment. L'armée israélienne a présenté aux autorités un plan d'évacuation qui n'a pour le moment pas été révélé. L'annonce a été faite dans un communiqué succinct du bureau de Benjamin Netanyahou. L'armée israélienne a présenté au cabinet de guerre un plan d'évacuation de la population des zones de combat dans la bande de Gaza, ainsi qu'un plan opérationnel à venir. Cette annonce est surtout révélatrice de la volonté de Benjamin Netanyahou de mener à bien son offensive terrestre à Rafah, une ville qu'il considère comme le dernier bastion du Hamas dans la bande de Gaza. De nombreux pays ont pourtant mis en garde Israël contre une telle offensive, au premier rang desquels les États-Unis. Nous avons été clairs sur le fait que nous ne pensons pas qu'une opération militaire d'envergure doive avoir lieu à Rafah, à moins qu'il existe un plan réalisable pour protéger ces civils, les mettre en sécurité, les nourrir, les habiller et les héberger. Nous n'avons pas vu un tel plan. En attendant, Israël poursuit ses bombardements dans le sud de l'enclave palestinienne. Selon le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, un terrain d'entente a été trouvé sur les contours d'un possible cessez-le-feu temporaire et la libération d'otages. Mais pour cela, Israël exige la libération de tous les otages et prévient, une pause dans les combats ne signifie pas pour autant la fin de la guerre. Voilà tout pour ce soir, mais avant de nous quitter, voici donc l'essentiel à retenir. La situation dans l'Est de la République démocratique du Congo ne laisse personne indifférente. Le pape François appelle à un dialogue sincère et constructif. 26 février 1885, 26 février 2024, 139 ans jour pour jour depuis que dure le système de prédation instauré à la conférence de Berlin. Voilà, ce journal est complètement terminé. Madame, Monsieur, merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur BC Télévision. Au revoir.
journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.